Salam alaikum. Bienvenue dans les vidéos de marketing des cours de HB. Nous en sommes à notre troisième vidéo car nous sommes arrivés au troisième chapitre qui est la recherche marketing. Autrement dit, on va parler des études de marché après avoir un peu parlé du marketing en général et du comportement du consommateur. C'est le moment justement de s'attaquer aux études de marché car on a déjà vu que ça fait partie du marketing stratégique comme premières étapes. Alors, dans ce chapitre-là, il y a trois grandes parties. D'abord, les études de marché en général, puis les études documentaires, et enfin les études sur le terrain. Bien sûr, on devra faire 2 ou 3 vidéos pour compléter ce chapitre-là. Donc, pour la première partie de ce chapitre, on a les études de marché. Cette partie-là est divisée en 3. D'abord, des définitions. Ensuite, on va parler des sources d'information. Et enfin, la méthodologie de l'étude de marché. Qu'est-ce qu'une étude de marché? Et aussi, qu'est-ce qu'un SIM ou système d'information marketing? Tout simplement, une étude de marché ou market research en anglais, il s'agit d'un ensemble de techniques de quoi? De 3 choses. Premièrement, la collecte. Ici, on parle d'information, bien sûr. On collecte d'abord, c'est-à-dire on rassemble les données, on les traite, c'est-à-dire on les travaille, on fait des calculs avec, etc. Et bien sûr, on interprète ces informations-là pour mieux connaître un marché. Et quand on connaît mieux un marché, on pourra mieux réduire l'incertitude des décisions futures. Vous savez tous que le futur, il est incertain. On ne sait jamais ce qu'il va se passer exactement. Mais au moins ces études de marché, elles nous aident un petit peu à diminuer cette incertitude concernant le futur. Car on demande aux gens leurs opinions, on leur demande qu'est-ce qu'ils préfèrent comme produit. Donc on peut un petit peu prévoir, mais bien sûr on n'est jamais sûr à 100%. C'est ça l'idée d'une étude de marché. Donc c'est l'ensemble des techniques, je répète, de collecte, traitement et interprétation des informations qui sont relatives à un marché afin de mieux le connaître et donc de prendre de meilleures décisions pour le futur. Pour cela, il y a un élément important qui est le SIM ou le SIM, donc c'est le système d'information en marketing. Tout simplement, pour vraiment simplifier les choses, c'est la mémoire commerciale de l'organisation. C'est-à-dire, ce sont l'ensemble des moyens. Ces moyens, ça peut être des moyens techniques, humains, matériels, etc. C'est-à-dire les gens, les outils qu'on utilise, etc. Et aussi des procédures qui permettent de fournir des informations qui vont justement faciliter cette prise de décision en marketing. Par exemple, les archives, des études qu'on a faites auparavant, les gens qui ont fait ces études, qui vont nous aider à prendre des décisions, etc. etc. C'est ça l'idée du système d'information marketing qui est très important. Donc, par exemple, si on a besoin d'une information qu'on a déjà cherchée avant, on va juste chercher rapidement dans nos répertoires, dans nos archives, et on va trouver l'information facilement, sans aller la chercher encore et redoubler nos efforts pour rien. Quelles sont les sources d'information? Parce qu'on a déjà vu maintenant que les études de marché, c'est principalement autour de la recherche d'informations et son traitement, etc. Il y a 2 types d'informations, ou de sources d'informations, secondaires et primaires. Qu'est-ce qu'une information secondaire? On l'appelle aussi information de deuxième main, c'est-à-dire que ce sont des informations déjà disponibles. Et il y a 2 sources à ces informations. Soit elles sont internes, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, dans nos archives et donc dans le SIM, dans le SIM, soit externes. Externe, c'est-à-dire on peut trouver cette information déjà dans des études faites par d'autres entreprises, faites par des cabinets, dans des catalogues, chez les concurrents peut-être, si on a accès à l'information, dans la presse professionnelle, etc. Donc, lorsque l'information qu'on cherche elle est secondaire, c'est-à-dire déjà disponible quelque part, soit chez nous, soit à l'extérieur, l'étude qu'on va faire s'appelle étude documentaire, comme son nom l'indique, c'est-à-dire on fait l'étude sur des documents qui sont déjà disponibles, soit chez nous, soit ailleurs. Mais on peut même payer des fois pour avoir cette information. Voilà, c'est ça le premier type d'étude.
Et bien sûr, les informations primaires, c'est le contraire. C'est des informations de première main. On cherche des informations qu'on ne va trouver nulle part, qui ne sont pas disponibles. On ne va pas les trouver dans des documents, je veux dire. Dans ce cas, on doit aller sur le terrain pour poser la question directement aux personnes concernées. Par exemple, je cherche à savoir, dans le nouveau produit que je vais fabriquer, quelle est la couleur que vont préférer les consommateurs. Je ne peux pas trouver cette information sur Internet ou dans la presse. Il faut que j'aille leur poser la question directement. C'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain. Voilà, ce sont les deux grands types d'études. Et pour les études sur le terrain, il y a deux types. Les études qualitatives et les études quantitatives, qu'on va détailler bien sûr par la suite. En général, quelle est la méthodologie d'une étude de marché? De manière vraiment générale. Premièrement, on doit absolument définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche à travers cette étude? Est-ce qu'on cherche à connaître les besoins des clients pour fabriquer un nouveau produit? Est-ce qu'on cherche à connaître par exemple la cause de la diminution de nos ventes, etc. Donc il faut bien définir l'objectif parce que quand on définit bien l'objectif, ce qui vient après va être un peu plus clair. Donc en fonction de cet objectif-là, je vais choisir les techniques d'étude appropriées. C'est-à-dire, je peux trouver la réponse à cet objectif dans des documents déjà disponibles. Donc des fois, il suffit seulement d'une étude documentaire et c'est bon, c'est suffisant. Mais parfois non. Parfois je ne trouve pas l'information que je cherche dans les documents et donc je suis amenée à faire une étude sur le terrain. Et dans ce cas aussi, il faut que je choisisse. Est-ce que je vais faire une étude qualitative ou bien une étude quantitative ou bien les deux? Ça, vous le comprendrez plus tard quand on rentrera beaucoup plus dans les détails. Et bien sûr, après la planification vient l'exécution. Maintenant, on réalise l'étude. C'est-à-dire ainsi, on voit tout ce qui est logistique, les détails, comment on va appliquer cette étude-là. Est-ce qu'on va envoyer des équipes pour faire l'étude sur le terrain, par exemple? Où est-ce qu'on va chercher l'info? Voilà, c'est les détails logistiques, on va dire, pour simplifier les choses. Après la réalisation de l'étude, on analyse bien sûr les résultats. Donc c'est le traitement de l'information dont on a parlé tout à l'heure. Et bien sûr, on prend la décision. Rappelez-vous aussi, on avait dit que on fait des études de marché pour prendre de meilleures décisions pour le futur. Et bien justement, c'est l'aboutissement de n'importe quelle étude de marché, c'est de prendre une décision relative à cet objectif qu'on a fixé au début. Voilà, ça concerne cette première partie. On va passer maintenant aux études documentaires. On a déjà dit que les études documentaires, on les fait lorsque l'information elle est déjà disponible, ou bien secondaire, ou bien de deuxième main, seconde main. Donc ici, généralement, les informations que je cherche, elles concernent le marché, elles concernent l'environnement. Donc, il s'agira de faire un diagnostic externe. Donc, ici dans cette partie, on va voir quelles sont les étapes de l'analyse externe. Et après, on va zoomer sur deux volets principaux de cette analyse qui sont l'analyse de l'offre et de la demande. Bien sûr, ici, on va bien sûr zoomer sur certains aspects. Par exemple, l'offre, on va se concentrer principalement sur la concurrence. On ne va pas parler des autres offreurs. Donc, quelles sont les étapes de l'analyse externe? D'abord, on doit cerner le marché, c'est-à-dire préciser le marché qu'on veut étudier et sa tendance, c'est-à-dire est-ce que c'est un marché en croissance, est-ce qu'il connaît une crise, etc. Voilà, la tendance ici, elle est haussière. Et il faut préciser aussi le marché, c'est-à-dire exactement qu'est-ce qu'on étudie. Est-ce que j'étudie le marché du chocolat en général, c'est-à-dire tous les types de chocolat, tablettes, en poudre, etc. Ou bien je précise exactement que je m'attaque seulement au chocolat en tablette. Après, il faudra que j'analyse le macro et bien sûr aussi le micro-environnement par la suite. Ici, il s'agit de faire l'analyse PESTEL qu'on a déjà expliqué dans le module précédent, l'environnement de l'entreprise. Donc, un petit rappel, le macro-environnement, c'est l'environnement global de l'entreprise ou général, c'est-à-dire il exerce sur elle une influence indirecte et il contient plusieurs aspects qui sont résumés dans cet acronyme PESTEL: politique, économique,
socioculturel, technologique, écologique et légal. C'est-à-dire, il s'agit ici d'analyser tous ces aspects de l'environnement qui peuvent influencer l'entreprise ou le marché de l'entreprise de manière soit positive, soit négative. Je pense que vous connaissez déjà que lorsque cette influence est positive, il s'agit d'une opportunité, et lorsque cette influence est négative, il s'agit d'une menace. Voilà, ce petit schéma résume un petit peu les choses, mais bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller pousser un petit peu cette analyse plus loin. Concernant le micro-environnement, pour le simplifier, on peut parler des aspects du marché. Le marché qui est caractérisé par la rencontre entre la demande et l'offre. Donc lorsqu'on veut analyser le micro-environnement, on analyse et la demande et l'offre. La demande, c'est-à-dire on parle des clients, des consommateurs, et on fait deux types d'analyse, qualitative et quantitative. Voilà, on parle ici des clients. Pour l'offre, on analyse nos fournisseurs ou nos futurs fournisseurs selon si on est déjà dans le marché ou pas encore, nos concurrents et nos distributeurs. Parce qu'eux aussi, ils offrent notre produit sur le marché. Concernant l'analyse de la demande, il y a certains éléments qu'il faut connaître qui constituent la demande globale et aussi la mesure de la demande. Donc ici, on parle beaucoup plus de l'analyse quantitative. La demande globale. On a d'abord les clients actuels de l'entreprise. L'entreprise doit connaître qui sont ses clients actuels, c'est-à-dire ceux qui achètent les produits de l'entreprise. Si on est un constructeur automobile, par exemple Renault, qui sont mes clients actuels? Ce sont les personnes qui ont acheté des voitures Renault. Les clients de la concurrence, ce sont les acheteurs des produits d'autres entreprises qui font la même chose que moi, c'est-à-dire mes concurrents directs. Donc ce sont les acheteurs de toutes les autres marques de voitures autres que Renault. Peugeot, n'importe quelle autre marque, Toyota, etc., etc. Ceux-là, ce sont les clients de mes concurrents. C'est facile. On a le NCR, ce sont les non-consommateurs relatifs. Ce sont des personnes qui, pour le moment, n'achètent pas le produit, mais peut-être dans le futur, pourraient l'acheter. Donc ces personnes-là, ils n'achètent pas du tout, c'est-à-dire ils n'achètent ni chez moi, ni chez mes concurrents. Ils n'ont pas tout simplement encore acheté de voiture. Pour des raisons, par exemple, ils n'ont pas encore l'argent ou ils n'ont pas encore l'âge, par exemple, de conduire, etc., etc. Mais il y a une possibilité que dans le futur, ils achètent. On n'est pas sûr, mais c'est probable. Par contre, les NCA, donc vous voyez qu'ici, on a les NC, NC. Ceux-là, ils sont relatifs et ces non-consommateurs-là, ils sont absolus. Absolus, ça veut dire ils n'achèteront jamais. Voilà, c'est écrit ici. Ils n'achèteront jamais le produit pour des raisons un peu lourdes, idéologiques, religieuses, de santé, etc. Par exemple, une personne, même si maintenant c'est difficile de trouver un exemple dans ce sens, par exemple, les personnes musulmanes, ce sont des non-consommateurs absolus de viande de porc, par exemple. Parce que c'est pas que maintenant ils n'ont pas l'argent ou bien des petits freins comme ça. Non, c'est un grand frein. C'est la religion. La raison pour laquelle ils ne vont pas consommer la viande de porc. Donc maintenant, on va essayer de comprendre les éléments suivants. La demande effective, la demande potentielle et la population totale. La demande effective, ce sont toutes les personnes qui achètent déjà le produit, quelle que soit la marque. C'est-à-dire ceux qui ont déjà acheté des voitures, par exemple dans le cas du marché des voitures. Donc, si on cherche une relation entre la demande effective et ces 4 types de clients ou non-clients, la demande effective est égale aux clients actuels de l'entreprise plus les clients de la concurrence. Et puis,
On a les clients, la demande potentielle, j'arrive pas à retourner à la page avant. Les clients potentiels, ou bien la demande potentielle, ce sont toutes les personnes susceptibles d'acheter le produit, qui peuvent, soit qui ont déjà acheté le produit, soit pas encore. Et on a la population totale. Eh bien, tout simplement, c'est tout le monde, toute la population concernée, bien sûr, par ce produit. Donc, pour reprendre ce qu'on avait dit juste dans la diapo précédente, on a les clients actuels d'entreprise, les clients de la concurrence, les non-consommateurs relatifs et les non-consommateurs absolus. Ce sont les 4 acteurs dont on a parlé. Les clients actuels de l'entreprise et de la concurrence nous donnent la demande effective. La demande potentielle, on a dit, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles d'acheter le produit. Donc, on a déjà dit que les NCR peuvent acheter dans le futur. La demande effective aussi, ils ont déjà acheté, mais ils peuvent aussi racheter dans le futur. Donc, la demande potentielle est égale à la demande effective plus les NCR. Ou bien est égale client actuel de l'entreprise plus les clients de la concurrence plus les NCR. Et la population totale, c'est facile, c'est tout le monde. Et on a plusieurs formules. Donc, soit c'est la demande potentielle plus les NCA, soit c'est la demande effective plus les NC, que ce soit R ou A, ou alors c'est la somme des 4 actuels de l'entreprise plus de la concurrence plus les NCR plus les NCA. Pourquoi on analyse la demande? Pour 3 raisons. On a 3 objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche à faire à ces clients actuels de l'entreprise? Bien sûr, on doit les fidéliser. Pour les clients de la concurrence, on doit les attirer. On aimerait bien les capter à nos concurrents pour qu'ils lâchent nos concurrents et ils viennent acheter de chez nous. Les NCR, il faut les convaincre ou bien lever leurs freins parce qu'ils ont des freins qui les empêchent d'acheter pour le moment. Donc l'entreprise doit connaître leurs freins afin de les lever. Et comme ça, elle va les convaincre d'acheter ces produits. Et les NCA, on ne leur fait rien. Sauf s'il y a bien sûr une innovation technologique qui leur permet de ne plus être des NCA. Mais ça, c'est une autre histoire dont on ne va pas parler maintenant. La mesure de la demande. On a la demande en volume, la demande en valeur, le nombre d'acheteurs, la fréquence d'achat et le taux d'équipement. Ah, il y a aussi le taux de pénétration, pardon. La demande en volume, c'est tout simplement les produits vendus en quantité. Combien j'ai vendu de produits? La demande en valeur, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la quantité des produits qu'on a vendus fois leur prix. Nombre d'acheteurs, c'est le nombre de clients qui ont acheté le produit. Vous allez me dire quelle est la différence entre la demande en volume et le nombre d'acheteurs. Regardez bien. Ici, on parle du nombre de clients. Ici, on parle du nombre de produits qui ont été vendus. Donc, un client peut acheter plusieurs produits. D'accord? Ou alors, plusieurs clients peuvent acheter un seul produit entre eux. Si c'est cher, par exemple, ils vont diviser entre eux par la suite. Donc, le nombre d'acheteurs est différent de la demande en volume. La fréquence d'achat, c'est le rythme, c'est-à-dire le nombre de fois où on achète un produit au cours d'une période. Par exemple, combien de fois on achète le shampoing par mois ou par année. Le taux d'équipement, c'est le pourcentage de personnes qui possèdent un produit ou qui ont acheté un produit. Comment on le calcule? En utilisant les données d'avant. Je vous laisse réfléchir à ça. On en parlera par la suite dans les travaux dirigés. C'est-à-dire que vous allez utiliser les formules qu'on a vues avant. C'est-à-dire la demande effective, la demande potentielle, la population totale, etc. Et le taux de pénétration, c'est le rapport entre le nombre d'utilisateurs ou de possesseurs d'un produit sur la population cible tout entière. C'est-à-dire qu'il mesure le potentiel du marché. Là aussi, je vous laisse réfléchir. Faites attention, ici on parle de la population cible, c'est-à-dire les personnes qui peuvent acheter le produit.
Je ne vais pas donner davantage de détails pour l'instant. Donc vous voyez bien ici qu'on a vu la demande, l'analyse quantitative de la demande. Pour l'analyse qualitative, comme son nom l'indique, on ne cherche pas à mesurer. C'est ça la différence entre, en général, ce qui est quanti et ce qui est quali. Dans le quantitatif, on mesure combien on a vendu, combien de clients, combien on a réalisé de chiffre d'affaires, quel nombre de fois, etc. etc. Mais dans la demande, ou bien l'analyse qualitative de la demande, ici, il s'agit beaucoup plus de comprendre le profil du client qui achète, quelles sont les habitudes d'achat, quels sont les critères qu'il préfère pour acheter un produit. C'est quoi les critères d'achat d'un produit? C'est important comme point. Ce sont les éléments sur lesquels se base le client pour acheter un produit. Par exemple, moi pour acheter, je sais pas moi, une voiture, le critère le plus important, par exemple, c'est le moteur, ou bien c'est la carrosserie, c'est la puissance du moteur, bon j'ai déjà dit, c'est par exemple le confort des coussins, je dis n'importe quoi. C'est ça l'idée, c'est quoi, qu'est-ce que je préfère comme critère lorsque je veux acheter un produit. Concernant l'analyse de l'offre ou de la concurrence, ici on va donner une définition, on va parler de la structure concurrentielle du marché, de la part de marché et de la position concurrentielle. Qu'est-ce que la concurrence? Tout simplement, c'est la rivalité entre des entreprises pour gagner des clients et des parts de marché. C'est très facile. Donc c'est mon adversaire sur le champ de bataille qui est le marché. On est sur le même marché, mon concurrent et moi. Il y a deux types de concurrents. Concurrents directs et les concurrents indirects. La concurrence directe, ce sont les concurrents qui vendent des produits similaires aux miens. Similaire, ça veut dire de même nature. Par contre, le concurrent indirect, c'est celui qui vend des produits de substitution, c'est-à-dire de remplacement. Autrement dit, des produits de nature différente de mon produit, mais qui répondent aux mêmes besoins. On va prendre un exemple. Si je vends la confiture Aïcha, qui sont mes concurrents directs? Ce sont tout simplement les autres marques de confiture. Le Baraka, Star, Bonne Maman aussi, etc. Et qui sont mes concurrents indirects? Ce sont les entreprises qui vendent des produits de substitution, c'est-à-dire qui peuvent remplacer la confiture. Si je ne mets pas de confiture dans mon pain, qu'est-ce que je peux y mettre? Beaucoup d'autres choses. Du miel, donc c'est toutes les marques de miel sont mes concurrents indirects. Je peux mettre Mlo, bon c'est marocain ça, tout le monde va le connaître. Je peux mettre du Nutella, ou bien du chocolat tartiné on va dire, quelles que soient les marques, pas seulement le Nutella. Je pense que c'est clair. Pour la structure concurrentielle, nous avons l'offre atomisée, l'offre concurrentielle et l'offre oligopolistique. Il y a aussi le monopole, mais on ne va pas en parler ici parce que c'est évident. Le monopole, c'est lorsqu'il y a seulement un seul acteur sur le marché, un seul offreur, il n'y a pas de concurrence. Donc, l'offre atomisée, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'offreurs, mais chacun il a une petite part de marché, c'est-à-dire il n'y a aucun d'eux qui domine. Celui-là, il a 5%, celui-là 1%, 10%, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment un concurrent qui a une grande part de marché. Tout le monde a des parts de marché faibles. L'offre concurrentielle, là aussi, on a de nombreux offreurs, mais ce qui est différent avec avant, c'est que les parts de marché, elles sont proches. Par exemple, je sais pas, on est une dizaine d'offreurs, et tous, à peu près, on a 10%, 9%, 11%. C'est-à-dire on a vraiment des parts de marché qui sont très proches. L'offre oligopolistique, ici on n'a pas de nombreux offreurs, on a seulement quelques offreurs, mais certains parmi ces offreurs, ils dominent le marché. Par exemple ici, on a le leader du marché, c'est-à-dire qui a la plus grande part de marché, il a plus de 50%, donc il domine le marché. Si on ajoute ensuite celui-là, le deuxième, qu'on va nommer juste après, il a à peu près, on va dire, 25%. Donc les deux déjà, ils ont entre 75 et 80%, donc ils dominent le marché. Est-ce que c'est clair? Donc on a
ces trois types de structures concurrentielles, atomisées, concurrentielles et oligopolistiques. Qu'est-ce que la part de marché? La part de marché, c'est le pourcentage des ventes d'une entreprise sur son marché. Ce n'est pas écrit ici, mais il faut le connaître. C'est le pourcentage occupé par une entreprise dans son marché en termes de vente. Et il peut être en volume, c'est-à-dire en quantité de produits vendus, ou en valeur, ça on en a déjà parlé avant, c'est-à-dire en chiffre d'affaires, en monnaie, en argent. Il y a deux types de parts de marché. Il y a la part de marché globale et la part de marché relative. Lorsqu'on dit uniquement part de marché sans spécifier, on parle généralement de la part de marché globale. Voilà, c'est écrit ici, c'est la part des ventes d'une entreprise sur son marché. C'est-à-dire, la formule est la suivante. Pour calculer ma part de marché, c'est tout simplement les ventes de mon entreprise sur les ventes de toutes les entreprises de ce marché-là. C'est-à-dire de mes concurrents directs et moi-même, les ventes totales. On va prendre un exemple pour Inouï, sachant qu'il y a 3 opérateurs de télécom au Maroc. On a Etisalat El Maghreb, ou bien Maroc Télécom, qui est le leader. Le suivant, c'est Orange. Et le troisième, c'est Inouï, si on fait cette hypothèse-là. Donc pour Inouï, quelle est la part de marché? C'est les ventes de Inouï sur les ventes des 3 opérateurs. Total. Maroc Télécom plus Inouï plus Orange. La part de marché relative sont les ventes d'une entreprise par rapport à son principal concurrent. Voilà. Comme c'est écrit sur la formule. C'est qui le principal concurrent? C'est le meilleur, c'est le leader du marché. Sauf si c'est moi le leader. Si c'est moi le leader, je ne vais pas me comparer à moi-même quand même. Mais je vais me comparer au deuxième qui me suit sur le marché. Donc, pour Inouï, c'est la part de marché de Inouï, ou là c'est les ventes de Inouï, sur les ventes de Maroc Télécom. Pour Orange, c'est les ventes d'Orange sur les ventes de Maroc Télécom. C'est-à-dire c'est toujours par rapport au leader qui est Maroc Télécom. Mais pour Maroc Télécom, il doit se comparer avec le deuxième, qui est Orange, d'après notre supposition bien sûr. Donc c'est Maroc Télécom, les ventes de Maroc Télécom sur les ventes d'Orange. Vous m'avez vu parler du leader, donc ici on va parler de la position concurrentielle. Ici on va parler de 4 positions concurrentielles. Leader, challenger, outsider et sortant. Le leader, il s'appelle aussi chef de file, c'est celui qui détient la plus grande part de marché. C'est le premier, c'est le numéro 1 du marché, comme Maroc Télécom. Voilà, numéro 1. Le challenger, ou on l'appelle aussi prétendant, mais ce qui est connu beaucoup plus c'est le challenger, c'est le deuxième. Il vient derrière le leader. Mais, excusez-moi, il peut également être numéro 3. Par exemple, si on a le 2 et le 3 qui sont proches, donc on les considère tous les deux comme des challengers. Donc dans le cas du marché des télécoms au Maroc, on peut considérer les deux, Orange et Inouï, comme des challengers parce que leurs parts de marché sont rapprochées. On n'a pas des données exactes, mais a priori, c'est ce qui semble être. Un outsider, c'est le nouvel arrivant. Il est nouveau sur le marché, mais ses ventes augmentent fortement. Même s'il est nouveau, il voit ses ventes s'améliorer rapidement. C'était le cas justement de Inouï au début. Plus maintenant, parce que maintenant c'est devenu un challenger carrément. Mais au début d'Inouï, et ça a très bien marché, ça a cartonné, donc c'était un outsider au départ. Et le sortant, comme son nom l'indique, il n'arrive pas à garder malheureusement sa part de marché et il va bientôt sortir du marché. C'est bon, il doit se diriger vers la porte de sortie. C'est dommage. En principe, on n'a pas de sortant dans ce marché que je viens de vous décrire là. Pour les études sur le terrain, elles feront l'objet d'une prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, tenez-vous prêts et révisez bien vos leçons. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.